Hello, ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Hello Cécile, comment tu vas ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toi Johan. Salut. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez. Je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast en trajet, d'autres à la maison ou autre. En tout cas, on est très ravis de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va répondre à une question fondamentale. C'est comment savoir si on doit continuer, donc persévérer, continuer la voie qu'on a prise, arrêter ou changer. Et c'est un dilemme extrêmement difficile. Et vous avez été nombreux à avoir beaucoup de retours par rapport à ce sujet quand j'ai demandé sur les réseaux sociaux, que ça soit quand on est dans un projet, est-ce qu'on doit continuer, arrêter quand il est plus ambitieux que prévu, dans la carrière, la fameuse reconversion, je continue, j'arrête mon travail, et dans l'entrepreneuriat, alors là, oui, est-ce que mon offre, je dois continuer à essayer de la vendre, est-ce que c'est mon business de façon globale, que je dois continuer à arrêter, je me laisse, etc. Bref, vaste sujet, et on va vous apporter un maximum de clarté, parce qu'il est vrai que c'est un sujet qui est souvent, je trouve, mal abordé, même parfois en surface, parce que souvent les gens ils donnent pas le contexte et les situations, et nous on va partager vraiment des contextes et situations concrètes dans lesquelles on peut vivre ça. Aussi vraiment, on va voir trois choses principales. Déjà, les signaux d'alerte, ça veut dire comment savoir si c'est juste une phase ou si c'est plus profond. Est-ce que c'est une phase difficile et il faut persévérer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fond? On va voir également les pires choses à faire et comment prendre les bonnes décisions dans les différents contextes, donc éviter les pires décisions et prendre des bonnes décisions. Donc on va parler de reconversion, changement de carrière, burn-out, bore-out, l'ennui, l'engagement dans un projet qui est plus coûteux que prévu, qui prend plus de temps, est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Et également l'entrepreneuriat, la traversée du désert, on a également la baisse d'activité, l'épuisement ou la lassitude, est-ce qu'il faut pivoter ou pas. Et puis on va partager aussi des cas extrêmement pratiques pour que vous puissiez vous identifier et dire « Ah, si je vis ça, je prends une décision ». Bref, vous avez vu, c'est un beau sujet, mais on a envie d'aller droit au but avec vous et vous donner vraiment les petites pépites et vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions, parce qu'on sait que c'est dur, nous aussi on le vit. Donc déjà Cécile, je voulais un petit peu, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi ton actu en ce moment? Est-ce que tu as prévu des choses intéressantes? Tu voulais parler. Eh bien, j'organise un webinaire justement sur cette thématique-là, mais ne vous inquiétez pas, hein, il sera vraiment en complément de ce qu'on va dire aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un vaste sujet. Ouais, c'est très très vaste. C'est un sujet qui nous touche tous, que nous soyons salariés ou entrepreneurs finalement, et à différents moments et différents stades de notre projet professionnel. Donc moi, la webconférence que j'organise le 12 février, donc pour tous ceux qui l'écoutent ou qui regardent ce podcast à temps, évidemment, il va être vraiment plus focalisé sur l'orientation professionnelle. Donc, quand vous êtes salarié, vous vous posez la question de savoir si vous devez arrêter votre poste actuel, changer, etc. Et puis aussi, évidemment, pour les entrepreneurs, donc ceux qui débutent, parce qu'effectivement, au début, on se pose beaucoup cette question quand ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Et puis, même les entrepreneurs plus avancés, parce qu'on se pose toujours la question, même au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans d'entrepreneuriat. Oui, parce que on va en parler, l'entrepreneuriat, il y a des saisons, il y a des phases qu'on peut vivre, et on va parler aussi de comment les terminer, si c'est une phase ou si c'est vraiment là la fin, où il faut carrément se réinventer ou arrêter peut-être. Mais en tout cas, oui, voilà, donc je rebondis par rapport à ce que Cécile a dit, je t'ai coupé, désolé. Vraiment, oui, elle fait un webinar, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, justement parce qu'en plus, Cécile, souvent on est amené à collaborer, les membres de l'Académie Game Entrepreneur la connaissent, elle a déjà fait des accompagnements dedans, parfois elle intervient dans l'écosystème, parfois on fait des événements ensemble, elle fait aussi ses propres événements, dont ce virtuel qui arrive, et du coup, ça me tenait à cœur qu'on aborde le sujet à deux, parce que c'est vrai que c'est avec les clients de l'Académie Game Entrepreneur, avec même nos événements et tout, c'est tellement revenu, et puis là c'est, on va dire, d'actualité. Parce que depuis qu'on a eu 2020, tout ce qui s'est passé, beaucoup de personnes se sont reconverties. Certains se sont reconvertis et finalement se demandent est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que je continue ou j'arrête. Beaucoup d'entrepreneurs aussi, comme le marché a tourné, changé, se posent beaucoup de questions. Est-ce que mon projet est encore viable? Est-ce qu'il faut que je pivote ou pas? Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on fasse le sujet. Parce que de mon côté, niveau actualité, là, pour cette année, le gros
du truc, c'est que j'ai envie qu'on avance avec ceux qui veulent avancer, et Cécile aussi. Exactement. Là, moi, je suis prête. Oui. Je crois que toi aussi, de sortir un petit peu de cette inertie et puis de cette ambiance générale. Et Oui. je suis comme toi, là, j'ai envie d'y aller. Et puis, ceux qui ont envie de suivre le mouvement, venez. C'est ça, et puis on vous prépare des beaux événements aussi pour le printemps. Là, on est en train de bosser dessus, de vouloir sortir des nouveaux concepts qui vous parlent, qui soient d'actualité. Donc, ne manquez pas ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ce qui vous intéresse. Donc, déjà, je pense que la première grande partie qui est extrêmement importante, c'est de comprendre déjà les signaux d'alerte. Parce que oui, je pense que quand on se pose la question, on se dit, ok, bon, oui, c'est évident, je me pose la question, donc c'est qu'il y a quelque chose. Mais il y a quand même des signes qui ne sont pas trompeurs et qui font que là, il est important d'aller prendre des décisions. Et c'est même pas des bonnes ou quoi décisions, c'est vraiment prendre des décisions. Ces signes-là, déjà, il y a une grande question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je suis sur la bonne voie ? Et est-ce que c'est juste une phase dans cette voie ou est-ce que c'est un problème beaucoup plus profond ? Alors déjà, par rapport aux signes, moi je voulais aborder l'aspect physique et santé. Si vous commencez à avoir du mal à dormir, que vous prenez beaucoup la tête, vous ruminez. Si vous commencez à voir que même au niveau de votre quotidien, vous êtes beaucoup plus irritable, c'est que vous commencez, le moindre truc vous énerve, même on va parler de relations, voilà, il y a beaucoup de conflits en vous et autour, et des choses qui peut-être d'habitude vous arrivez à passer au-dessus, là vous ne supportez plus, une sorte d'intolérance. Il y a également tout ce qui va être la fatigue constante, l'état global, un petit manque de vitalité, on est tout raplapla, on n'est pas bien. Donc voilà pour l'aspect physique, c'est vraiment global, c'est un état, on se sent pas en énergie, on perd en vitalité, on dort mal et vous le sentez physiquement, c'est en vous. Ça peut être même une sorte de pression, les tensions dans le corps, des douleurs qui débarquent alors que d'habitude c'est pas là et vous dites mais ok, mais d'où ça vient ? Et je sens qu'il y a du stress ou un mal-être qui est vraiment très physique. Il y a aussi, j'ajouterais, donc la santé mentale, avec les ruminations, les prises de tête, les pensées envahissantes qui tournent sans cesse. Et puis, il va y avoir aussi parfois une perte d'estime et de confiance en soi, surtout quand le business marche moins bien. On peut avoir tendance à perdre en confiance d'une manière générale. Oui, c'est carrément tout remettre en question. C'est là, ça va pas, et puis du coup, je me demande si je suis pas finito, quoi. C'est pas, exactement. Je suis pas bon. J'arrivais avant et aujourd'hui, j'arrive plus. Et puis, on peut se trouver nul, mais dans son entièreté, alors que finalement, c'est juste une partie, comme le business ou une partie de remise en question, etc., qui est concernée et pas notre entièreté. Et on n'est pas nul, vous n'avez pas perdu en compétences, vous n'êtes pas devenu une mauvaise personne. Donc voilà, ça effectivement, la santé mentale est un signe de vigilance. Oui, mais il y a également, on a parlé des relations. Ça veut dire que quand vous commencez à en avoir vraiment un gros ras-le-bol, alors ça fait partie aussi de signes qui sont importants. Peut-être que votre environnement n'est pas adapté, vous avez évolué ou alors vous tolériez avant et maintenant vous n'en pouvez plus. Mais ça peut être le ras-le-bol avec le marché, la concurrence, dilemme par rapport aux valeurs, vous êtes désaligné avec ce qui se fait. Ça peut être également dans le travail vos supérieurs, vos collègues que vous ne supportez plus. Ça peut également aussi se manifester au niveau des relations par un repli sur soi. Ça veut dire vraiment, vous commencez à beaucoup vous isoler, voir de moins en moins de monde. Ok, moi je suis, en tant qu'introverti, je sais que la solitude fait du bien, mais là on arrive à un stade qui est beaucoup plus extrême. On parle vraiment de repli et vous êtes vraiment isolé socialement. Et là, au bout d'un moment, si ça dure trop, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le travail aussi, évidemment, puisque c'est un peu le cœur du sujet. Oui. Il va y avoir une perte de la motivation, donc une démotivation totale. Et puis, comme tu l'as dit, avec le contexte, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées les questions du sens, qu'est-ce que je fais dans ce travail, etc. Donc, effectivement, si le matin, c'est de plus en plus difficile de vous motiver à aller au travail, si quand vous êtes au travail, vous avez de plus en plus de mal à vous y mettre, ça, c'est aussi un signe de la lassitude, la procrastination, Voilà, vous avez des tâches à faire, vous avez tendance à les repousser de plus en plus. Oui, et puis en plus, c'est plus dur de s'y mettre. On sent qu'on n'a plus la flamme, on n'a plus l'énergie. Donc, on a parlé, l'aspect mental et physique, mais il y a un truc de « Ah, mais ces tâches-là, j'ai du mal ». C'est vrai, il y a cette sorte de perte de flamme, d'engouement, tout devient lourd. Il y a une sorte de lourdeur. Pour s'y mettre, c'est lourd. Quand on fait les tâches, c'est lourd. Et puis, ça vous draine de l'énergie. Vous avez encore moins d'énergie par rapport au peu d'énergie que vous avez déjà. Et ça, oui, c'est dans le travail, ça peut être très 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 manifesté dans la capacité à avancer et progresser, et puis on sent qu'on s'enlise un peu. Comme j'ai dit, c'est vraiment de la lourdeur, vous enfoncez un peu dans les sables mouvants et tout devient plus dur et plus lent.
il y a la question, quand on se pose ce genre de questions, souvent c'est accompagné de mais qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de mon travail? De ne plus se sentir à sa place, voilà, de se demander mais qu'est-ce que je fais là en fait? Oui, et puis d'ailleurs, ça peut aussi vraiment, en plus de mais qu'est-ce que je fais là, on a une sorte de l'impression d'être en dessous de son potentiel. Frustration, stagner, ça c'est beaucoup revenu. Je stagne, j'ai toutes les cartes en main, j'ai travaillé sur moi et pourtant j'ai l'impression que voilà, je suis au bon endroit, peut-être sur la bonne voie, mais je stagne depuis trop longtemps et puis aussi le fait de stagner. Le fait de rester trop longtemps sur un plateau ou même d'avoir une petite descente, ça travaille, on l'a dit avant, sur la confiance en soi, sur son estime, et puis même la croyance de est-ce que je vais vraiment y arriver. On va vous apporter des réponses, mais il faut que vous compreniez que ces situations-là, ce sont les signes que des décisions sont à venir et que là, oui, vous êtes en effet dans une phase ou une fin de cycle qui va demander de prendre des décisions et donc d'amener des changements, comme on a dit, continuer en changeant, arrêter ou peut-être passer à autre chose. Et le pire, c'est que tout ça a pour conséquence parfois un enchaînement d'échecs. Ça veut dire que là, carrément, on échoue. Alors, on réussit un petit peu, mais c'est pas encore ça. Et puis, c'est lent, ça stagne. Et là, on commence à vraiment se dire, bon, j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai enchaîné pendant des semaines, voire des mois, des échecs. Et là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais plus quoi faire, je suis perdu. Et c'est quand même mon truc, je me suis mis dedans, mais voilà. Et puis, on va en parler après, mais il y a vraiment aussi un lien avec l'attachement à tout ce qu'on a mis avant comme effort. Ça veut dire que je sais que quand on arrive dans cette situation-là, on a tendance à se dire ouais, mais j'ai quand même mis beaucoup d'efforts pour arriver là et ce serait dommage que c'est pas valu le coup et la décision elle devient encore de plus en plus dure. Donc je crois que là vraiment c'est les signes, il y en a plein, on peut aller dans les détails, mais bon, on va quand même vous apporter des solutions parce que je pense que si vous écoutez déjà, c'est que ces signes-là, ils vous parlent. Et maintenant, il y a une grande question qu'on se pose. La première question effectivement à se poser, c'est est-ce que c'est global ? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est extraordinaire ? Oui. Dans le sens littéral. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on sort quand même d'une période particulière. Oui. Et puis même, au cours de la vie, on est tous traversés par des crises, voilà, des crises existentielles, des crises, la quarantaine, cinquantaine, etc. Donc, moi, je vous invite à distinguer déjà ce qui relève de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Dans tout ce qui est exception, il va y avoir tout ce qu'on a connu, par exemple, mais en tout cas, c'est quand il y a une rupture nette. Quelque chose, voilà, il y a un chemin tout tracé, puis d'un coup, bam, ça bifurque, il y a une déviation, il y a quelque chose en fait d'extérieur qui arrive. Donc ça peut être des événements ou des contextes, comme là, on est en train d'en vivre. Voilà, comme on en a déjà vécu, etc. Mais ça peut être aussi des événements plus personnels. Oui. Un coup dur de la vie, ça peut être que ça soit éventuellement la santé ou une baisse de santé. Ça peut être également dans le business, les ventes qui s'arrêtent du jour au lendemain. Vous comprenez pas pourquoi. Le business tournait bien et puis d'un coup les ventes elles se crashent. Ça peut être aussi un burn-out, etc. Donc ça peut être vraiment des gros freins en fait que vous prenez. Voilà. Et effectivement, la première question à vous poser, ça va être, est-ce que ça relève de l'extraordinaire? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est une exception? Ou est-ce que finalement, ça fait partie du cycle normal de la vie et du cycle normal d'un business aussi? Oui. Et puis aussi, on va aussi l'approfondir dans quelques instants. Est-ce que ça tient de quelque chose qui était déjà là, qui était déjà fragile? Et en fait, il y a l'extraordinaire qui a révélé la faille ou le truc qui était déjà bancal. Par exemple, un business qui n'était pas très solide, s'il y a une crise qui arrive, ça peut amplifier les choses. Ou la santé, ça allait déjà pas très bien. Et puis, même par exemple, le burn-out, ça arrivait. Et puis là, il y a peut-être eu un conflit, un truc qui s'est passé. Et boum, le truc, il a lâché. Donc là, on est dans l'extraordinaire, mais extraordinaire conséquence de choses d'avant. Donc ça, c'est important, on va le prendre en compte aussi. Et je crois que quand tu parlais de normal versus pas normal, extraordinaire versus normal dans un cycle, je crois qu'il est important que je vous parle quand même des saisons du business. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, on a différentes phases, parce que moi j'ai beaucoup parlé de l'entrepreneuriat, parce que mon audience est majoritairement entrepreneur, et pour être honnête, j'ai jamais été salarié de ma vie, donc je ne vais pas parler à votre place. Mais il y a quand même dans le business différentes phases que je vous dis rapidement, c'est que quand on se lance,
bah, il y a toute cette phase d'amorçage. Ça veut dire de traverser le désert, oui, où bah, il faut croire en son projet, il faut faire l'étude de marché, il faut aller chercher les premiers clients et créer l'offre en même temps et faire une cohérence. Il y a toute une phase qui est normale quand on lance un business, qui soit un peu creuse, un peu difficile. Et après, une fois qu'on a lancé, que le business commence à tourner, beaucoup ont peur parce qu'ils se disent « Mais est-ce que je vais réussir à avoir le business de façon régulière ?» Donc là, on rentre en phase de croissance. Et dans la croissance, il y a des choses qui sont normales, pas normales, dont notamment le fait que c'est normal d'avoir peut-être des petites variations. Ce qui n'est pas normal, c'est si la croissance elle se tape un mur et que là, vous faites un plateau pendant trop longtemps. Et souvent en business, un long plateau, c'est une mort lente. Ensuite, il y a la scalabilité. Ok, j'ai réussi à avoir un peu de croissance de traction, mais là, je commence à m'épuiser parce que on arrive à une limite où on n'arrive plus, en fonction, par rapport à son temps, par exemple, à passer à un autre niveau. Donc là, on arrive à scaler. Et scaler va toujours avoir un petit peu aussi ces phases de plateau. Ça arrive dans la publicité, il y a un moment où il y a une lassitude. Dans les campagnes marketing, il faut se renouveler. Donc ensuite, après, il y a le leadership. Donc là, le leadership, c'est quand vous commencez à avoir des équipes que vous avez vraiment beaucoup délégué. Et là, ça va plus être parfois juste des frictions ou des crises en interne ou avec les équipes et plus du management. Enfin, là, je résume et on va vous donner après des cas pratiques qu'on a vécu et comment on a géré ces différentes saisons. Mais c'est pour vous faire comprendre que le business, selon la saison où vous êtes, il y a des choses qui tiennent du normal et du pas normal. Et c'est normal d'avoir une traversée du désert, c'est normal de rencontrer des plateaux, c'est normal d'avoir des baisses d'activité de temps en temps, c'est normal d'avoir des conflits internes ou externes même avec des clients. Ce qui est pas normal, c'est quand ça dure et quand ça se répète. Donc là, on va y revenir, mais je crois que faut prendre en compte ces différents éléments. J'ajouterais par rapport au business, c'est aussi le cycle de vie d'une offre, par exemple. Oui. Voilà, bon... au départ, si vous faites un bon lancement, vous réussissez, ça marche. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, peu importe l'offre, ça peut s'essouffler un petit peu. Ou en termes de pénétration du marché, eh bien, ça devient de plus en plus saturé. Donc, c'est normal. Oui, et puis d'ailleurs, ça peut être une tendance générale. Par exemple, un marché qui est en baisse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le marché est en baisse, le marché est en baisse. Il n'y a plus d'opportunités, il y a trop de concurrence. Peut-être que la clientèle, elle se lasse, elle n'a plus besoin de ce marché. Je sais pas, par exemple, si on prend le moment du marché de la location de cassettes vidéo et après de DVD et de Blu-ray, quand on a commencé à voir la VOD qui est arrivée, c'est sûr que le marché était en train de mourir. Ça devenait compliqué de résister à des gens qui allaient vers de la VOD. Donc je pense qu'il est important de voir aussi la tendance, de ne pas rester tête dans le guidon. Il y a également, on parlait de la santé dans les tendances générales. Si ça fait un moment que vous avez un enchaînement de maladies chroniques, vous voyez que votre système immunitaire, c'est plus comme avant, vous tombez souvent malade, etc., ça montre quand même qu'il y a un souci qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça peut arriver quand on prend de l'âge, ça peut arriver quand on n'est pas bien et qu'on est trop stressé, on commence à avoir des maladies. Je suis pas médecin, on n'est pas médecin, mais c'est un exemple pour vous dire qu'il y a des tendances. Il faut voir s'il y a des choses qui avant étaient peut-être qui n'arrivaient pas et qui maintenant commencent à arriver et s'enchaîner et qui sont des choses qui sont pour le coup pas normales quand elles commencent à s'enchaîner. Donc je pense que c'est important d'avoir aussi ce recul. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a donné quelques points de vigilance en première partie pour que vous ayez des petits repères quand même, des petites balises pour y voir plus clair et puis pour voir si c'est une tendance ou si c'est vraiment ponctuel, là c'est arrivé d'un coup. Oui. Et d'ailleurs aussi, il est important de comprendre que dans ça, souvent on a tendance à se remettre en question soi ou à tout remettre en question. On va en parler, comment éviter les mauvaises décisions quand on est en cette situation-là, mais faut jamais prendre personnellement, déjà c'est important. Et puis surtout, il est important de différencier ce qui est dans votre contrôle et hors de votre contrôle. Un marché, c'est hors de votre contrôle. Vous pouvez contrôler par contre le positionnement, le pivot, aller explorer des nouvelles parts de marché, etc. Ce qui est hors de votre contrôle, c'est si demain le gouvernement ferme votre business. Ça, on peut pas le contrôler. Ça peut arriver. On l'a vu récemment, mais c'est déjà arrivé même dans certains pays quand le gouvernement dit tel type de business, on le ferme et puis ou alors on construit un truc là et on vous rachète. Enfin, il y a des trucs qui sont hallucinants parfois. L'histoire qu'on m'a racontée, ça peut arriver aussi. En France, ça va encore, mais encore il y a toujours de l'inédit. On parlait d'extraordinaire. Donc, il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et ça, je crois que faut pas chercher à se battre contre. Et il y a les choses dans votre contrôle, notamment les décisions. Et puisqu'on arrive dedans, on va commencer à parler de quand ça arrive,
Comment justement prendre des bonnes décisions, parce que le but c'est, quand on dit bonne décision, la meilleure avec ce que vous avez et là où vous voulez aller, et surtout comment éviter les très 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 mauvaises décisions. Par exemple, ce serait quoi justement le pire truc à faire quand on est dans cette situation, le pire truc à faire? D'y aller au purement émotionnel. Ouais. Voilà. Et de ne pas prendre suffisamment de recul. Alors, c'est vrai qu'il y a des kamikazes dans la vie, oui. Voilà, qui font all-in et qui fonctionnent comme ça. Mais la plupart des gens, quand même, c'est vrai que il y a la partie chaude, donc émotionnelle, et la partie froide. Et vraiment, ça vaut le coup de revenir des fois sur du froid. Donc, comme tu disais, et comme on disait à l'instant par rapport au global, à ce qu'on maîtrise, à ce qu'on maîtrise pas, etc. Des fois, en fait, quand on est tout seul dans notre bulle, voilà, ou derrière notre ordinateur, dans notre business, on a l'impression, quand il y a des chiffres qui baissent ou une anomalie qui se passe, que le problème vient de nous et c'est juste nous. Oui. Alors que, comme tu l'as dit, il peut y avoir plein de raisons, un algorithme qui change, etc. Et du coup, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Ou on parlait de clients avec lesquels on n'est plus aligné. Alors, on retient ceux avec qui on n'est pas aligné, justement, et on est malheureux. Mais quand on prend du recul et quand on regarde statistiquement parlant, ils représentent combien de pourcents ? Oui, parce qu'on a tendance à amplifier le négatif. Et dans ces situations-là émotionnelles, on va faire une sorte de zoom, de focus sur toutes les choses qui vont pas. Mais en fait, si on prend du recul, on se rend compte, on va vous donner un petit peu l'importance de donner des indicateurs, ses propres indicateurs. Et quand on prend du recul, on se dit, mais attends, mais c'est une personne sur 100 ou c'est une situation sur 100. Mais quand on l'a vécu, ça a pris peut-être 80% de notre énergie. Bon, ça, c'est une loi, c'est normal, je vous rassure. Mais il est important de quand on est trop dans l'émotionnel, on a tendance à vouloir, par exemple, brûler les navires. Ça veut dire, on brûle tout, on arrive sur les terres, on brûle les navires et du coup, on n'a pas le choix que d'avancer et partir à la guerre. Ou alors, jeter le bébé avec l'eau du bain, on y va. C'est all-in, comme tu l'as dit, let's go. Et ça, c'est très, très, très dangereux parce que pour certains, ça marche. J'avoue, j'ai déjà fait ça, mais souvent avec le recul, je me suis dit que ça m'a mis dans les situations un peu parfois plus difficiles, qui m'ont obligé à rebondir, certes, mais il y a des fois où je me dis, bon, les émotions ont des limites. Parce que là, on est purement dans l'émotionnel et on n'a pas cette vision rationnelle. L'exemple typique, et j'ai vu ça beaucoup dans le business, ça m'est arrivé de faire cette erreur-là, c'est qu'il y en a qui vont brûler plein de trucs, parce qu'ils en ont vraiment marre et ils remettent tout en question. Et en fait, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'après, ils n'ont plus de CA et ils n'ont pas préparé leur renouveau. Certains arrivent à rebondir très vite. Il y en a, en fait, ils ont dit, j'en ai eu marre et comme une sorte de, voilà, j'ai tout brûlé, j'ai fermé mon offre, j'ai arrêté et après. Et il y a un moment, s'il y a des salariés à payer ou il y a des charges à payer, etc., il faut rester un petit peu lucide. On peut le faire plus en douceur et puis à un moment qu'on a bien préparé, dire oui, là j'arrête. Donc c'est un exemple pour vous dire, décision très émotionnelle, soyez très 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 vigilants parce que l'émotion elle détourne le focus et la perception des choses et parfois amplifie et les rendent plus graves qu'elles peuvent l'être réellement. Exactement. Après, c'est normal parce qu'on a tous la peur de perdre aussi ce qu'on a. Tu parlais de la différence entre arrêter et changer et que des fois, les gens arrêtent tout, stop, tout net, voilà, au lieu de préparer une évolution. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'évoluer, de changer, parce que on a peur de perdre tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a investi, que ça soit en temps, en argent, en énergie, etc. Et c'est vrai que on peut avoir peur de changer parce que il y a l'ancien qui nous retient. Et puis l'ancien, il est connu. Oui. Alors, il a un petit côté rassurant. Voilà, même s'il est inconfortable, parce que si vous vous posez la question, c'est que la situation, elle est inconfortable pour vous, mais au moins vous connaissez. Après, c'est normal d'avoir peur de changer ou d'évoluer. Là, à l'instant, tu parlais de arrêter net, tout stopper net, et que dans certaines situations, il vaut mieux changer et préparer ce changement. Mais par peur, en fait, de perdre tout ce qu'on a investi, que ça soit en temps, en argent, en énergie,
on peut continuer en fait à s'enfoncer petit à petit sans forcément même s'en rendre compte parce que on reste dans cette espèce d'inconfort, parce que si vous vous posez la question, c'est que vous êtes dans l'inconfort, mais du coup, cet inconfort-là, il vous enfonce petit à petit sans même forcément vous en rendre compte. Oui, parce qu'on reste dans une sorte de petit confort, par peur de perdre, on reste dans un confort, mais ce confort-là est pas si confortable parce que vous posez la question. Et du coup, c'est le cas typique du job, je suis pas épanoui, je suis pas bien, mais j'ai le salaire qui tombe, j'ai la sécurité, et j'ai peur d'aller vers un truc qui me fait vraiment vibrer, mais où je sais que j'aurai peut-être plus cette sécurité, mais du coup, je m'enlise. Et dans l'entrepreneuriat, parfois, il y en a, ils restent dans un modèle qui... Voilà, ils ont peut-être une clientèle avec qui ils sont pas très alignés, mais l'argent, y rentre, mais en même temps, ils ont envie de faire des nouvelles offres ou des nouveaux formats, ou aller vers une nouvelle clientèle, et ils restent. Et je peux vous dire vraiment d'expérience, il y a le prix de rester où on est, si on n'est pas forcément bien où on est, peut coûter très cher. Et je sais qu'il y a une fois, en fait, moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Et je sais que, et j'en ai parlé dans les Game Entrepreneur Stories, l'époque où j'en pouvais plus de ma population, j'allais dire, mais mon audience procrastination sur la thématique, les pires clients du monde, les procrastinateurs, ils me commençaient à me rendre dingue parce que forcément, vous vendez une formation sur comment arrêter de procrastiner, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils procrastinent et ils la suivent pas. Donc, du coup, il y a un moment... J'avais plus de sens dans ce que je faisais, c'était rentable, c'était bien, mais j'arrivais plus à avoir cette flamme d'avoir envie de faire du contenu parce que je me sentais vraiment inutile. J'avais beau leur donner des super conseils, des super contenus, je pouvais pas aider ces gens. Et c'est quand j'ai compris que, en fait, là, j'étais en train de mourir lentement, c'est là que ça m'a enchaîné sur un burn-out dont j'ai parlé dans une de mes vidéos et c'est aussi un podcast. Mais ça pour vous dire que je crois qu'il est important de comprendre que le confort qui n'est pas si confortable, où on n'a plus cette flamme, la flamme, elle commence à s'éteindre et ça, c'est une mort lente et on s'en rend pas compte. Et dans les affaires, ça va forcément, vous allez encore le payer parfois beaucoup plus cher. Et puis, ça peut se jouer aussi, par exemple, dans la cellule familiale. Il peut y avoir des conflits de valeurs. Donc, vous avez peur d'arrêter de changer parce que vous êtes responsable, par exemple pour les parents, vous êtes responsable de votre famille, de vos enfants, etc. Sauf que de l'autre côté, vous avez aussi envie d'être un bon parent et de vous enfoncer dans cette situation fait que vous allez être stressé, vous allez vous énerver beaucoup plus facilement, etc. Oui. Et en fait, il va aussi y avoir des crises, non seulement dans votre travail, mais aussi dans votre cellule familiale. Et donc, ça va devenir une grosse crise globale. Oui, d'ailleurs, ça impacte les différents domaines de votre vie. On a parlé de la santé, des relations, l'argent, le travail. Donc forcément, il suffit qu'il y ait un qui soit impacté et hop, ça fait boule de neige sur les autres. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est un grand classique, c'est la peur de perdre en niveau de vie. Et je sais que beaucoup, parfois, ils se disent « mais j'ai un travail confortable et j'ai même peut-être un bon salaire », mais on confond parfois niveau de vie et qualité de vie. Alors, on peut avoir un bon niveau de vie, une bonne qualité de vie, et c'est le format idéal, mais il y a des fois où on peut même se rendre compte que il faut parfois un petit peu peut-être revoir ses priorités et être honnête avec ce qui est important pour soi. Moi, je vous dis de façon très honnête, dans le business, ma qualité de vie, maintenant, elle passe avant. Parce que j'ai déjà fait les sacrifices pour le niveau de vie et j'ai vu que finalement, la qualité de vie était plus importante. Après, j'ai trouvé un équilibre, mais c'est vrai que c'est important de vous recentrer sur justement ce qui est important pour vous et de pas faire l'erreur. Et je crois que c'est là, on parlait de s'enfoncer, s'enliser. C'est que par peur justement d'abandonner des choses ou de changer, qu'est-ce qu'on fait? On empile sur ce qui est déjà là. Le truc, il est là, mais on empile. On alourdit. Par exemple, vous vous dites, ok, moi j'ai peur de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je garde un job que je déteste, mais qui me prend peut-être énormément de temps. Et du coup, je me lance en même temps, mais j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force quand je rentre et je bosse sur ce projet, mais j'accumule du travail. Ou alors, dans l'entrepreneuriat, c'est j'ai peur de lâcher mes trucs, ma clientèle que j'aime plus, mes offres que j'aime plus. Qu'est-ce que je fais? Je crée des nouvelles offres par-dessus, mais je garde l'ancien. Et du coup, ça crée de la complexité et on a le cul entre deux chaises, faut le dire. Et puis, vous vous alourdissez et vous ajoutez des petites remarques comme ça qui ne va pas vous aider, au contraire. Donc, je suis nulle, je suis pas bien, je suis pas compétent, etc. Et en fait, à force de vous le répéter, le risque, c'est que vous allez finir par y croire, en fait, alors que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça entraîne aussi beaucoup de
de complexité, même dans le business, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, comme ils ont peur justement pour passer à un autre niveau, de s'alléger ou de restructurer, bah, ils gardent l'ancien, sauf que l'ancien, ils ne se rendent pas compte, ça leur prend leur énergie, une charge mentale. Parfois, je sais qu'il y avait une cliente, elle avait un groupe où il y avait des milliers de personnes et elle s'est dit, j'ai mis du temps à construire la communauté et tout, mais elle en avait marre, ça lui rapportait plus rien. Mais comme elle avait créé, elle était attachée à ça. Et en fait, ça lui créait de la charge mentale. Parfois, elle se disait, mais en fait, je pense à ce groupe, je pense à ce truc, comme si, en fait, le truc, il est là, et tous les gens qui sont là, c'est comme si c'était présent dans sa tête. Et je lui ai dit, bah oui. Et le moment où elle a osé enfin fermer le groupe, osé lâcher et laisser le truc derrière, bah ça a décollé parce qu'en fait, ça l'a allégé. Et je sais que moi, j'ai eu ça avec aussi mon offre à abonnement pendant une époque. Ça ramenait des revenus récurrents, c'était cool, mais c'était vraiment à gérer, c'était très très dur même pour l'équipe, ça nous mettait beaucoup de stress et du coup j'ai eu du mal à l'arrêter parce que j'avais créé un truc qui avait 1 an d'avance, 1 an de contenu, une année avec des contenus tous les jours, imaginez, et je dois lâcher ça. Et quand je l'ai lâché, bah, mon business a repris de la croissance parce que ça m'alourdissait, ça me prenait la charge mentale. Et je voulais pas lâcher le truc. Donc c'est ça pour vous dire, parfois, ouais, pour avancer, il faut apprendre à s'alléger et lâcher l'ancien, même si on y est un peu attaché parce que ça ne nous correspond plus. Et puis faire la part des choses, parce qu'effectivement, le travail, il y a une espèce de pression sociale quand même derrière, parce que la deuxième question après, comment tu t'appelles ou comment ça va, c'est quoi ton travail ? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà, c'est une question qui arrive très rapidement lors des questions quand on fait connaissance avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est une représentation sociale et il peut y avoir une pression, en fait. Même quand on est entrepreneur, quand on va, par exemple, à des événements, etc., c'est le défilé des success stories. Des success stories, des CA formidables, etc. Et donc, il peut y avoir une espèce de pression comme ça. Sauf que c'est votre vie. C'est vous qui devez vivre avec votre vie tous les jours. Ce ne sont pas eux. Donc, s'il y a un moment où vous sentez que vous avez besoin de ce changement, où vous avez besoin de faire une pause pour prendre du recul, pour justement préparer ce changement et préparer votre avenir dans lequel vous allez vous épanouir, eh bien, c'est important de le prendre parce que c'est votre vie. Oui, et je pense que ça peut amener aussi à... J'ai parlé d'accumuler. Il y en a, ils accumulent, c'est des couches. Mais il y en a aussi, ils font les girouettes. Ça veut dire que, par rapport parfois surtout à cette pression sociale, ça veut dire qu'il y a un moment, on parlait des événements, ça m'a fait penser à ça, j'ai commencé sur une offre, je l'ai lancée, ça n'a pas marché. Et puis je vais à un autre événement, on m'a dit que c'est ça qui marche. Du coup, je vais y aller, ça marchera pas. Et ensuite, je vais aller à un nouveau truc et voilà. Et à chaque fois, vous vous laissez emporter. Et moi, j'aime bien donner l'image des funnels. Et en fait, vous vous retrouvez avec entrée du funnel, conversion au milieu du funnel et fin du funnel. Bref, si on prend tout l'entonnoir de vente avec des trucs complètement incohérents, parce qu'à chaque fois, vous prenez des trucs à droite, à gauche, vous mélangez, vous changez tout le temps. Et ça, il n'y a rien de pire. Si vous changez d'offre tous les 15 jours, c'est compliqué de réussir à vraiment créer quelque chose. Donc je pense qu'il y a une notion peut-être aussi de patience qui est mal comprise. Je parlais des saisons du business dans le sens où ça sert à rien non plus, et c'est une très grosse erreur, de tout le temps changer. Ça veut dire tout le temps, c'est vraiment vous prenez une direction et après ça change, vous prenez une direction, ça change. Il y a un moment, il faut quand même aller un petit peu plus loin dans la direction avant de prendre des décisions. Et ça, c'est quand on a peur justement et qu'on ne sent pas qu'on est sur la bonne voie, les multipotentiels, vous allez savoir de quoi je parle, on a tendance à faire cette erreur-là. C'est qu'on est tout le temps en train de... On va jamais au bout des choses en fait. Et effectivement, moi dans mes accompagnements et surtout chez les débutants, je fais exactement le même constat que toi. Et il faut apprendre à persévérer, surtout quand on débute, et à garder un cap. Comme tu l'as dit, ne pas faire la girouette, pas partir dans tous les sens, parce que surtout au début, en fait, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire et ce qui ne marche pas et le pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est pas forcément l'offre. L'offre, ça se trouve, elle est géniale. Votre cible, elle est géniale. C'est juste peut-être la manière de communiquer, les canaux de communication, etc. Donc, il est important de bien faire la part des choses et de bien prendre du recul, comme on l'a dit, de revenir sur du froid, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et quand on parle de persévérance, évidemment, on se pose la question de l'obstination. À quel moment la persévérance devient obstination et entêtement ? Oui. En fait, je crois qu'il y a un point pour répondre à ça.
Je vais donner un exemple que tu as exactement dit. C'est que c'est surtout chez les débutants que je vois ça, mais certains avancés aussi. C'est d'être incapable de tenir une direction, mais aussi avec, par exemple, quelqu'un. Je vous explique. Parfois, si vous prenez, je sais pas, supposons que vous êtes accompagné par nous, on va vous donner une façon de faire, une direction. Et la meilleure façon de savoir si c'est vraiment bon pour vous, c'est d'aller au bout. Mais si au milieu du truc, vous prenez une totale influence externe, c'est déjà arrivé des clients, ils prennent une information ou un truc, on leur dit complètement l'inverse de ce qu'on a dit, et du coup, ils sont perdus et ils vont dans une autre direction. Mais le problème, c'est pas la direction, c'est la cohérence de toutes les étapes que vous avez mises dans une même direction qui fait la différence. Et la différence entre persévérer et s'obstiner, elle vient de là. Persévérer, c'est aller dans une direction, déjà avec une cohérence. Ça veut dire, je sais pourquoi j'y vais, je sais quelles étapes je mets en place. Et souvent, cette cohérence vient soit de vous, vous créez cette cohérence par vous-même, soit d'avoir aussi des feedbacks, un suivi, mais qui soit cohérent avec qui vous êtes et votre direction. Et pas de mélanger tous les feedbacks. Si tout le monde dit des trucs différents, vous allez vraiment péter un câble. Donc il y a cette notion de persévérance dans une même direction, avec les mêmes influences pour aller jusqu'au bout. L'obstination, c'est je fais la même chose, 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 et j'écoute pas, mais je suis obsédé, je fais la même chose, et je tape sur le mur, et je continue, mais le truc qu'il n'y a pas, c'est le recul et les feedbacks. L'obstination, c'est que vous prenez jamais le temps de prendre du recul sur ce que vous avez fait, sur est-ce que c'est cohérent, et prendre aussi des feedbacks, vos auto-feedbacks, et des feedbacks expérimentés. Et l'obstination, c'est que vous prenez une direction sans jamais vous corriger, en fait. En parlant d'obstination, il y en a donc qui s'obstinent, et donc là je ne parle pas de persévérance, mais je parle de s'obstiner dans quelque chose parce qu'ils ont aussi peur de faire des choix, ou pensent que faire des choix c'est renoncer. Tu parlais des multipotentiels, là on est en plein dedans. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de multipotentiels en face de moi. Ils disaient je veux pas faire de choix parce que non mais ça je veux pas lâcher, parce qu'ils pensent que choisir c'est renoncer. Alors que choisir, c'est avancer. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a des moments, en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas se focaliser sur tout en même temps et ce n'est pas productif. Et il y a des choix à faire et on peut se dire, ok, un instant T, je fais ça. Un instant T plus 1, je ferai quelque chose d'autre, etc. Mais au moins, j'essaye. Et quand je décide d'essayer, je persévère et j'y vais. Voilà, et ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire les différentes choses que vous avez envie de faire. Mais ne restez pas dans un statu quo parce que vous vous dites que choisir, c'est renoncer. Non, choisir, c'est avancer. Très belle punchline, je valide à 100%. En fait, j'avais dit ça lors d'une conférence, j'avais dit la pire décision, c'est de ne pas prendre de décision. Ça, c'est le pire truc. Vous ne choisissez pas et du coup vous faites tout et en même temps tout c'est rien. Et j'aime bien dire aux multipotentiels, choisir c'est renoncer pour le moment. Et c'est pour ça qu'on avance. C'est que je mets ça de côté, c'est pas ma priorité et peut-être qu'après ça viendra. Donc en fait c'est une question de timing et ça demande justement une forme de patience. Donc là, on a abordé un petit peu ces différents points qui sont importants et je voulais qu'on vous donne quand même des cas pratiques. Ça veut dire, parce que je sais que là, c'est important qu'on vous le dise avant, mais là, si on peut vous donner des cas vraiment très pratiques et très concrets, c'est déjà, je pense, la majorité vraiment des personnes qui sont aujourd'hui salariés qui me suivent, c'est qu'ils ont envie de devenir entrepreneurs. Cécile, je vais donner la parole. Toi, en cas pratique, quitter mon job et devenir entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais ? Parce que moi, j'ai jamais été salarié, donc je peux pas le dire. Alors, tout le monde ne sait pas, mais j'ai une première vie voilà, où j'étais professeure. Et effectivement, il y a un moment, j'ai fait le grand saut. Je suis passée de l'éducation nationale à une activité lucrative. Ouh voilà. Effectivement, c'est difficile parce qu'il y a un confort, il y a plein de questions, il y a la pression sociale, il y a plein de choses qu'on a déjà évoquées. Oui. Maintenant, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui a motivé mon choix et comment j'ai pris ma décision. On vous donne souvent le conseil de faire la liste des pour, contre, etc. Sauf que c'est pas tant en termes de quantité, etc. Moi, honnêtement,
ce qui m'a motivée, c'est la peur de regretter de ne pas avoir osé. Oui. Et cette raison-là, elle était plus forte, elle écrasait vraiment, littéralement, toutes les autres raisons. Donc, j'avais beau me dire, ah oui, mais sur le papier, c'est beau, ça me donne une sécurité, etc., etc. Voilà. Mais la peur de regretter plus tard de ne pas avoir osé, c'était beaucoup plus fort. Et surtout de vivre avec moi-même, qui me répète au quotidien, ah, t'as pas osé, c'est quand tu oses, etc. Et il y a un moment, j'ai franchi le pas, j'ai sauté le pas, j'ai fait le grand saut. Là, dans ce cas-là, j'ai fait un virage à 360, clairement. Voilà. À d'autres moments, et on en parlera tout à l'heure, ça a été plutôt une évolution plus douce. Voilà. Là, ça a été le grand saut, j'en ai eu besoin. J'ai repris une formation dans le commerce. J'ai dû aussi me battre avec mes conflits de valeurs parce que je venais d'un milieu où c'était pas du tout lucratif et au contraire avec des valeurs de partage de savoir, etc. Et j'arrivais dans un monde qui était complètement inconnu, qui était même flippant et j'avais peur de moi me transformer, etc. Mais finalement, quand je réfléchissais à la personne que j'avais envie d'être, à la personne qui serait fière d'avoir osé, franchement, ça a complètement fait pencher la balance de ma prise de décision. Oui, c'est bien que tu le dises parce que je crois que c'est aussi l'un de mes plus gros motivateurs, c'est je me visualise en fin de vie et je me dis, dans ces décisions-là, laquelle tu vas le plus regretter ? Est-ce que tu vas... Alors, moi, j'ai pas pu quitter un job, mais j'ai fait le choix de passer d'étudiant à entrepreneur et je sais qu'au moment où je me suis lancé, en fait, ce qui m'a vraiment motivé à me lancer, c'est que je me suis dit, si je peux le faire, c'est maintenant. Parce que c'est pas quand j'aurai des enfants, c'est pas quand j'aurai 50 ans et une carrière derrière moi, ou peu importe, que je le ferai, c'est maintenant. En fait, j'avais rien à perdre. Donc je me suis dit, là, c'est tout de suite maintenant. Alors je sais que, comme tu l'as partagé, quand tu as un job, c'est un peu plus dur et tout, on en a parlé avant. Mais moi, je veux plus parler de la partie entrepreneur traversée du désert. Pour ceux qui, une fois que tu es lancé, et que le truc il marche pas et tu t'es lancé avec le parachute et là tu sais pas si le parachute va s'ouvrir ou pas, si vraiment ça va enfin tu vas pouvoir en vivre, etc. Donc là moi je vais vous donner une réponse extrêmement simple, c'est que je me suis donné une deadline, c'est que je me suis dit je me laisse 12 mois pour en vivre et si au bout de 12 mois j'en vis pas, je cherche un taf, etc. Et j'avais une pression parce qu'en fait, quand j'ai quitté mes études, moi j'ai fait un prêt pour payer mes études, j'avais justement entre le moment où j'ai eu le diplôme et le moment où je commençais à rembourser les mensualités du prêt, parce qu'ils l'ont bien fait, les prêts étudiants, ils te laissent 1 an après les études pour trouver un taf, pour pouvoir le rembourser. Et je me suis dit, oulala, il y a les grosses mensualités de prêt qui vont arriver, si j'en vis pas dans 1 an, de toute façon, il va falloir que je le paye. Ou les garants devront le faire, mais c'est pas dans mes valeurs de laisser des garants le faire. Donc, ce qui fait que je me suis dit, bon, j'ai 12 mois pour le faire. Donc, traverser du désert ou pas, j'avais une deadline. Et c'est vrai que la deadline, je me donne tant de temps pour y arriver, elle aide. Alors, forcément, on peut se dire, mais une fois que ce temps est grillé, est-ce que tu continues ou pas ? Chaque cas est particulier, on parlera des indicateurs après. Mais moi, en fait, je sais que la traversée du désert, ce qui m'a maintenu et qui m'a dit ne lâche pas malgré que ton premier lancement est foiré, le deuxième a foiré et que c'est le troisième qui a fonctionné, c'est que je crois qu'au fond de moi, c'est viscéral, c'est que je me suis pas laissé d'option en fait. Mais j'aimerais vous donner un truc magique, mais c'est que je crois qu'au fond de moi vraiment, j'ai pas fait d'impasse. C'était ça ou rien en fait. Je voulais vraiment en vivre et je me suis dit de toute façon j'ai 1 an pour tout essayer, donc j'y vais à fond. Et au bout d'1 an, j'aurais vraiment fait le maximum. Donc, j'ai pas eu le temps d'arriver au bout d'1 an, mais je peux vous dire que c'est au fond de soi, on sent qu'il y a un truc qui nous appelle et on y va. Et aujourd'hui, franchement, avec le recul, j'ai 0 regret. Quand on vous parlait différence entre persévérance et obstination, c'est la persévérance, c'est que quand j'ai échoué, je vais pas refaire exactement la même chose. C'est que je vais le refaire, mais avec les leçons, différemment, en étant mieux formé, mieux préparé, en peut-être changeant des petits points. Alors forcément, soit je me suis formé, je me suis auto-éduqué pour mieux faire, soit je prends quelqu'un à l'extérieur qui a l'expérience et qui va m'expliquer qu'est-ce que je fais mal. Le feedback, soit vous l'avez de vous, c'est long. En fait, en gros, on apprend par notre expérience,
ou par celle des autres. Ça paraît évident. Donc je pense que c'est ça qui permet justement de continuer d'avancer. Et comme tu l'as dit, des échecs, on en a tous vécu. Oui. Voilà. Et on est OK avec ça. Et c'est pas pour autant qu'on regrette les choix. En tout cas, moi, je les regrette pas. Je regrette aucun de mes choix. Et c'est ça aussi, moi, qui me donne envie d'avancer, de continuer, qui me challenge et qui me donne la force de persévérer, justement. Oui. D'ailleurs, pour tous ceux qui vivent la succession de petits échecs ou d'échecs, comment on gère ? Moi, en fait, je sais qu'il y a 2 trucs que je peux vous donner, des petites astuces que je vous donne. Moi, j'ai la règle des 100. Ça veut dire que moi, je ne juge pas tant que j'ai pas fait 100 tentatives. Ça peut paraître extrême, mais par exemple, si je veux voir si ma chaîne YouTube fonctionne, je fais pas de jugement avant 100 vidéos. Ça, je dis ça tout le temps à mes clients. Quand ton offre, tu veux savoir si ta façon de la vendre, ton offre est bonne et tout, ne fais pas de conclusion avant d'avoir parlé à 100 prospects. Tant que tu n'as pas eu 100 prospects, tu ne fais pas de conclusion. Bien entendu, plus tu vas avoir des prospects, les 10 premiers, tu ne vas pas refaire les mêmes choses. Si ça ne marche pas, tu vas changer ton discours, ta stratégie de vente, etc. Tu t'améliores. Mais pour moi, c'est la règle des 100. Tant que tu n'as pas fait 100 tentatives sur quelque chose, tu ne fais pas de conclusion. Deuxième règle, c'est quand on a beaucoup de petits échecs comme ça, ou même des gros échecs, je pense que faut être lucide. C'est important de se donner des petites réussites. Donc d'essayer de trouver des petites choses où on peut se remettre en confiance sur les petites réussites. Alors ça dépend, chaque cas est particulier, c'est un peu compliqué, mais je sais que sur le business, si au bout d'un moment, par exemple, j'ai une période où j'ai eu trop d'échecs, où j'ai voulu tester des trucs, je vais revenir sur ce que je sais faire et qui marche. Je vais le faire pendant 1-2 mois, ça a bien marché, ça me remet en confiance, et après, retenter. Donc parfois, même dans les arts martiaux, je sais que quand je voulais apprendre un mouvement que j'arrivais pas, il y a un moment je lâchais, je m'entraînais sur mes fondamentaux, mes bases, les trucs que je sais faire, et après je revenais dessus, et comme par hasard, j'y arrivais. Donc parfois, juste, ok, bon, on arrête de s'obstiner, justement, on revient sur ce dans quoi on est bon, on se remet en confiance, et après on peut revenir. Et puis ne pas oublier qu'à travers un échec, de regarder toutes les victoires qu'il y a derrière, et parfois ces victoires, elles sont beaucoup plus fortes. Oui. C'est-à-dire que je vous parlais du grand saut. Moi, les grandes victoires, ça a été vraiment d'avoir osé, de l'avoir fait, d'être fière de moi, etc. C'est beaucoup plus fort que tout ce que j'ai pu vivre de difficile et toutes les difficultés que j'ai pu vivre dans cette traversée du désert. Donc, vraiment, n'ayez pas peur d'y aller parce que dans tous les cas, vous n'allez pas regretter. Voilà. Mais c'est ça en fait, c'est que je pense qu'il est important de vous demander de quoi vous voulez être fier. Parce qu'on parlait de ce qui est hors du contrôle et ce qu'on contrôle, je préfère être honnête, on ne contrôle pas tous les résultats qu'on va avoir. Je prends l'exemple du business, on peut avoir la meilleure offre du monde, un très bon marketing, etc. On ne contrôle pas le timing au moment où les gens vont être confrontés à l'offre, la prise de décision, etc., le marché, l'état d'esprit. On peut être influencé, être au maximum de la cohérence, mais il y a toujours un truc qu'on ne contrôle pas. Et lâcher prise sur le résultat et se focaliser sur ce qu'on contrôle, se dire j'ai fait de mon mieux, je suis fier parce que j'ai pris les décisions à ce moment-là, c'est important pour vous de focaliser sur ça. Et je sais qu'on veut tous des résultats, mais les résultats vont être une conséquence. Donc si vous arrivez à vous focaliser beaucoup plus sur ce qui vous rend fier et que vous contrôlez, soyez pas juste fiers de vos victoires, oui, vous pouvez les célébrer et tout, soyez fiers de tout ce que vous avez mis en place, que vous contrôlez pour provoquer cette victoire. Et quand vous célébrez une victoire, célébrez vraiment vos efforts, vos décisions, tout ce qui est arrivé avant la victoire, et pas juste le trophée et la victoire. Et ça, c'est important pour votre confiance en vous et votre estime. On voulait parler aussi de quand on est engagé en étude de cas sur un projet. On s'est engagé, on y est allé. Et là, je parle de projet, ça peut être différents types de projets. Et on se rend compte que finalement, le projet prend soit plus de temps, soit il coûte plus cher que ce qui était prévu. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi ? Alors moi, j'ai vécu ça il y a 2 ans. Voilà, j'étais partie sur l'envie d'organiser un événement. C'est même 3 ans, je crois. Ah, 3 ans. Le temps passe plus vite qu'on le pense, oui. On se rend pas compte. Donc, j'avais l'envie d'organiser un événement où il allait y avoir des intervenants. Oui. Donc, je m'engageais auprès de tierces personnes. Et il est arrivé ce que vous connaissez, ce qui est arrivé.
Là, on parle de 2020. Voilà, et effectivement, je me suis posé sérieusement la question, est-ce que je persévère? Est-ce que c'est finalement de l'entêtement? Est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Pour mettre du contexte, parce que je me rappelle, parce que j'étais un des intervenants, justement. Donc, j'étais impliqué dans le truc. Et je me rappelle très bien, en fait, on ne savait pas encore tout ce qui allait se passer. On était en février 2020. Oui. Donc en février 2020, on savait que ça commençait à arriver en Asie et que c'était chaud. Mais en Occident, on n'avait aucune info sur le fait qu'on allait tout fermer, etc. Donc c'était à ce moment-là que tu as pris cette décision, pour remettre vraiment le contexte. Oui, et puis moi, je suis originaire de Corée, donc j'avais les retours de Corée qui me disaient non, attention, faites super attention. Et puis en France, c'était YOLO. C'est bon, ça nous concerne pas. Ça va rester là-bas. Oui. Voilà. Mais effectivement, il y avait non seulement un engagement vis-à-vis de tierces personnes, mais il y avait aussi un engagement financier. Oui. Voilà. Donc, parce que qui dit événement, dit aligner les paiements pour les salles, tout ça. Exactement. Donc, dont souvent des gros acomptes. Il y avait un investissement financier, donc effectivement pour organiser l'événement, mais aussi pour rémunérer les personnes que je faisais intervenir. Bref, il y avait un gros investissement financier. Ok. Quand j'ai pris la décision de faire l'événement hors contexte, voilà, en contexte normal, j'étais prête à, peu importe le résultat, de mettre cet argent sur la table. Oui. Voilà. Que l'événement soit un succès ou pas, de toute façon, j'étais prête à mettre cet argent sur la table. Quand il y a eu effectivement ce contexte-là particulier avec ce lot d'incertitudes, au bout d'un moment, il y avait trop de paramètres externes que je ne contrôlais pas d'une part, qui m'a fait vraiment me poser des questions. Et la deuxième chose, c'est, je me suis posé la question, combien es-tu prête à perdre ? Tout simplement. Parce que effectivement, quand on organise des événements, il faut avancer de l'argent pour réserver une salle, etc. Donc, je me suis posé la question, combien es-tu prêt à perdre ? D'une part, et de l'autre côté, c'est quel est le pourcentage de choses que tu contrôles et quel est le pourcentage de choses que tu ne contrôles pas. Et plus, alors c'était même pas les mois, hein, c'était vraiment les jours. Oui, parce que ça allait très vite en février. Exactement. Et plus la liste des choses que je ne contrôlais pas et que je ne maîtrisais pas et que je ne pourrais pas maîtriser et contrôler par la suite, ne faisait que grandir. Et là, tout à l'heure, on a parlé de toutes ces notions-là, et puis de la tendance, ou est-ce que c'est juste quelques critères, ou est-ce que on sent qu'il y a une tendance vers quelque chose. Et en regroupant les deux, j'ai pris à ce moment-là, moi, la décision d'arrêter. Oui. Et c'est bien que tu donnes l'exemple. Donc ça montre qu'en fait, la décision, elle est plutôt venue de quand il y a trop de choses qui deviennent hors de contrôle par rapport au projet, et que ce que tu es prêt à perdre devient, par rapport à ce que tu veux gagner, en rapport avec le hors de contrôle, ça devient trop perdant. Tu te dis non, là c'est mort, et du coup tu as décidé d'arrêter. Oui, et puis il y avait aussi est-ce que je peux essayer ou pas ? Parce que finalement, en fait, on prend toujours un risque. C'est le genre de situation où on doit prendre un risque. Oui, et je me souviens qu'à ce moment-là, pour être aussi transparente, me demander mon avis, et moi, je t'avais dit plutôt laisse tomber. Parce que malgré que je sois un gros fonceur et tout, j'ai quand même une très très bonne intuition et je connais... Parce que moi, mon exemple, ce sera l'année d'avant. Et moi, j'ai décidé de continuer. Donc, mais c'était différent. Et effectivement, moi, à ce moment-là, j'étais prête à perdre, à échouer, peu importe, pourvu que j'essaye. Oui. Voilà. En fait, je suis prête à échouer ou à rater quelque chose, mais il faut que j'essaye. Il faut que je puisse tout donner. Par contre, là, j'arrivais à une situation où, en fait, je me rendais compte que je pourrais même pas essayer. Tu pourrais pas essayer. En plus, tu serais frustré d'avoir des trucs tellement hors de contrôle que ça vaut plus que tu te bats contre du vent, en fait. Tu te bats contre les trucs plus forts que toi. Donc, il y a un moment... C'est ça, donc juste, j'avais besoin qu'on me laisse au moins la chance d'essayer. Et là, c'était plus le cas. Donc, effectivement, ça a été le troisième critère qui m'a fait arrêter à ce moment-là. Oui. Alors, moi, je vais prendre aussi l'exemple d'un événement, mais sauf que là, je suis allé au bout. Mais en effet, quand je me suis engagé sur le projet, déjà, le truc, il est arrivé sur un énorme coup de tête.
Il est arrivé en automne 2018. Donc, automne 2018, j'étais à un mastermind en Thaïlande et j'ai dit, là, j'ai envie l'année 2019 de faire un gros événement. Je suis motivé, je suis rentré en France et j'ai dit, au mois de décembre, j'ai annoncé à tout le monde, en 2019, je fais un événement. Et j'ai commencé à contacter tous les intervenants. Il y en avait vraiment beaucoup, plus d'une quinzaine. Et là, j'ai commencé à dire à tout le monde, voilà, je fais un événement, je pense le faire en juin, est-ce que t'es chaud, etc. Donc, j'ai commencé à engager tout le monde. Et l'événement, déjà, je me suis mis une barrière, je me suis mis déjà, des grosses barrières parce que j'avais jamais fait d'événement. À ce moment-là, j'étais prêt à aligner l'argent, mais j'avais pas une garantie que j'allais avoir un retour sur investissement direct sur l'événement. Et troisième chose, les intervenants, je leur faisais confiance, mais j'avais pas une certitude qu'ils allaient aider, à remplir, et deux, de leur performance, en réalité. Donc là, déjà, je me suis engagé sur un gros truc. J'aurais pu faire un petit événement, moi, seul, avec mon audience, et viser un truc correct, qui m'aurait pas mis un coup de stress. Non, moi, j'ai dit, je prends l'une des meilleures salles de Paris, parce que je veux une bête de salle. Je me suis dit, je veux des belles captations, je veux des belles photos, et je veux des super intervenants. Donc déjà, je mets le niveau très haut. C'est OK. Et ça, c'est important que je vous le dise pour comprendre pourquoi j'ai continué le projet. Ensuite, je me rends compte que la salle, j'ai un devis, elle est bien. En plus, ça a été galère de trouver une salle. Vraiment, j'ai le coup de cœur. Mais déjà, elle est plus chère que ce qui était prévu. Parce qu'en plus, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire 3 jours. Non, j'ai pas décidé de faire 2 jours, ni 1 jour. Non, 3 jours. Le gars, il est fou. Donc là, je dis, OK, la salle, il y a 2 jours de salle, plus 3e jour, une petite salle. Et là, je commence à voir qu'il y a toujours des coûts cachés. Ah, mais finalement, faut prendre les prestataires. Ensuite, il faut faire la déco. Et ensuite, je me rappelle, avant, il a fallu acheter les trucs pour faire du café, et, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, les coûts, ils augmentent. Parce que moi, j'ai jamais fait d'événement de cette ampleur. Donc, j'apprends sur le tas et je découvre que, ah ouais, mais en fait, l'événement va me coûter 3 fois plus cher que ce que j'avais prévu. Et là, on peut se dire à ce moment-là, à un moment, je pouvais abandonner. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu envie d'abandonner au moins tous les mois avant l'événement. Et il y a un moment, je me dis, OK. Donc, qu'est-ce qui a fait tenir? Et qu'est-ce qui fait que là, je me dis, ça coûte plus cher et ça demande plus de travail que ce qui est prévu? C'est que, en fait, j'avais une vision. Et la vision, elle dépassait les coûts financiers et d'énergie. J'étais prêt à perdre, on a tout l'a dit, prêt à perdre. Je me suis dit, même si je perds, j'étais prêt à perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. En fait, si je le réalise, ça va me servir pour plusieurs années. Je me suis dit ça dans ma tête. Comme toi, le truc, je veux avoir essayé et être allé au bout. À un moment, je me suis dit, j'ai peut-être été un petit peu trop ambitieux, mais j'en avais besoin. Il y a une partie aussi d'ego, la fierté, parce que moi, j'ai un petit côté orgueil. Si je commence un truc, j'ai envie d'aller au bout. Donc, j'avoue, il y avait un petit truc, si je me suis engagé, non, je vais au bout, je lâche pas, j'aime pas lâcher. Et puis aussi, il y a tout ce qui touche tout ce qui est au fond de moi, c'est que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Vraiment, c'est intuitif, c'est fort. C'est au fond de vous, vous sentez que faut le faire. Et encore une fois, j'ai évalué les pertes temps, énergie supplémentaires de l'événement versus le coût de l'arrêter. Là, je l'aurais arrêté, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher en vrai. Même en termes de mon estime, d'image, d'engagement. Parce que j'ai quand même toujours été quelqu'un qui embarque des gens, il est fiable et il va jusqu'au bout. Et ça, je vous dis, ça a été dur, il fallait le remplir. Je vais être très transparent avec vous. Sur la partie juste financière, on parle ROI de l'événement pur. J'ai perdu énormément d'argent. Mais par contre, le ROI que j'avais prévu après l'événement a été stratosphérique. Donc, finalement, ma vision a été au bout. Donc là, en fait, ce que moi, je pourrais vous dire par rapport à continuer à arrêter un projet, c'est vraiment de vous demander, OK, est-ce qu'au fond de moi, j'ai une vision? Et cette vision-là, quel est le sens? Moi, j'avais vraiment un sens de le faire. Ensuite, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Faut être honnête. Échec ou réussite, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Et quel est le coût d'arrêter? Parce que là, franchement, il y a un moment, s'il fallait arrêter, moi, ça aurait été avant même d'engager tout le monde. Et là, le coût de l'arrêter, quand on a déjà, même limite avant d'avoir la salle, ça m'aurait, même en termes de relations, de confiance et tout, ça aurait pu coûter. Donc je pense qu'il est important de prendre en compte ces indicateurs. Donc voilà ce que je dirais, et c'est important pour vous de vous mettre justement vos propres indicateurs de qu'est-ce qui fait qu'un projet vous voulez aller au bout ou qu'est-ce qui fait que vous voulez l'arrêter. Avant-dernier cas qui revient souvent, c'est l'entrepreneur qui se lasse, qui est en perte de vitesse, qui commence à se demander, j'en ai marre de mes clients, etc. Je continue. Tu dirais quoi pour ton côté?
Alors, moi, en bon multipotentiel, effectivement, ça m'arrive assez fréquemment. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours besoin d'avancer, de nouveautés, etc. Oui. Et j'ai pu faire l'erreur de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Et petit à petit, je me suis dit, non, en fait, il faut que tu construises. Maintenant, ça n'empêche pas de changer, de faire évoluer, etc. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut être intéressant de faire un gros tri, un point sur la situation pour voir finalement c'est quoi le problème. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que ça me lasse? Est-ce que ça y est, j'ai l'impression d'avoir fait le tour? Est-ce que ce sont les clients, en fait, ou certains clients, un petit groupe de clients à l'intérieur de tout notre groupe de clients avec lequel on n'est plus aligné? Est-ce que c'est parce que nous aussi, on a évolué et notre nouveau nous, ou le nous qu'on veut être, c'est plus le même que l'ancien. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont changé. En fait, c'est de regarder un petit peu plus en profondeur quelles sont les vraies raisons derrière ce besoin de changement. Et après, j'ajouterais aussi qu'il y a des profils qui ont besoin de changer et qui peuvent avoir peur de paraître instables. On parlait de la pression externe, c'est encore cette pression externe-là. Et chez certaines personnes, moi y compris, je fonctionne comme ça. Moi, je trouve mon équilibre dans le déséquilibre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est dans le mouvement que je trouve, moi, ma stabilité. Donc, je fais évoluer les choses, mais par contre, je ne fais plus l'erreur que j'ai trop souvent faite, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, ou d'arrêter ce qui marche, alors que finalement, ça te plaît quand même, mais il y a des trucs, parfois on arrête parce qu'on a envie tout le temps d'évoluer, et puis finalement on se rend compte qu'on a peut-être tué la poule aux œufs d'or. Donc. Exactement, et puis d'être au clair aussi sur nos besoins, parce que on parle business, il y a des besoins, il y a des charges, il y a des salaires où vos revenus, votre rémunération à payer, etc. Donc, il faut aussi prendre des décisions qui soient éclairées et responsables par rapport à la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la même situation, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Il y a des personnes qui ont des salariés, il y a des personnes qui sont parents, il y a des personnes qui sont seules, qui ont 20 ans et qui n'ont rien à perdre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et effectivement, chaque situation est unique. Donc, n'essayez pas de modéliser à 100% le parcours de quelqu'un d'autre. C'est ça, chaque cas est particulier, il est important d'éviter de se comparer, se dire, par exemple, je sais que quand on est en perte de vitesse ou en perte de sens, on se dit, tiens, un concurrent, il fait ça, ça me plaît, je vais copier, et puis finalement, ça marche pas pour vous. Et moi, je dis souvent ça en business, c'est vraiment l'une de mes valeurs principales, c'est faites toujours quelque chose qui vous correspond. Et oui, on peut explorer, se planter, voir, essayer des choses, mais à chaque fois, même moi, les moments où je me suis lassé, où j'étais en perte de vitesse, je me suis rendu compte que souvent, c'était que soit j'étais monté en niveau et j'étais plus à ma place, parce que forcément, quand on monte en compétence, il y a des tâches qu'on a marre de faire, on a plus envie de passer du temps sur ce qu'on aime faire. Mais à l'opposé, il y a l'erreur qui a été parfois de trop déléguer et de plus passer du temps sur ce qui me faisait vraiment vibrer. Et du coup, je passais plus de temps à faire des trucs de management, des trucs qui n'étaient pas forcément ce qui me plaisait. Donc je pense que revenir aux sources et comprendre vraiment ce qui vous anime, là où est votre place et qui peut être amené à évoluer, c'est important, tout en gardant la lucidité des enjeux financiers, de vos priorités, etc. Et il y a un des cas qui est extrêmement fort, et on va finir dessus, sur les décisions, c'est quand l'activité est en baisse. Ça veut dire que là, ok, je suis en perte de vitesse, c'est une chose, mais là, par contre, le business commence à avoir une perte de CA, même de rentabilité. Donc là, il est important de se demander, souvent on se demande, est-ce que c'est mon offre qui est plus viable? On a parlé, toute offre a un cycle de vie. Il y a également, ça peut être regarder les chiffres, comprendre vraiment de façon concrète d'où vient le problème. Est-ce que vous avez une source d'acquisition qui aujourd'hui est morte parce qu'on a changé un algorithme, par exemple, ou ça m'est déjà arrivé. Franchement, je vous dis, ça c'est un truc que tous ceux qui font du business sur le web connaissent. C'est les ventes s'arrêtent, je comprends pas pourquoi, et je vais regarder et en fait le site, le bouton de paiement marche plus. C'est rare, mais ça arrive. Ça peut être un problème technique, ça peut être un problème aussi parfois vous avez atteint un plateau de saturation d'une publicité. Donc il est important je crois que quand l'activité est en baisse, pour prendre des bonnes décisions, continuer à arrêter, changer, déjà être lucide sur vos chiffres.
Ça veut dire d'où vient la baisse de chiffres. Est-ce que c'est une baisse de conversion des ventes? Est-ce que c'est une baisse d'acquisition, de trafic? Est-ce que c'est une baisse dans l'acquisition des gens qui deviennent prospects? Est-ce que c'est une baisse dans la force de vente? Ça veut dire on close plus comme avant. Est-ce que c'est une baisse peut-être dans les clients, ils restent plus aussi longtemps parce qu'ils partent dans la nature après? Est-ce que c'est une baisse qui est liée au marché? Donc essayez de comprendre à quel niveau de votre funnel il y a un problème et surtout de prendre des décisions avec des chiffres parce que dans le business, parfois on prend des décisions qui sont très émotionnelles, mais qui ne sont pas réalistes par rapport à la situation réelle de votre business. Et parfois, il est important de rentrer dedans. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez qu'on en discute dans le descriptif, vous avez un diagnostic, ça vous aidera un petit peu à avoir un recul sur votre business et qu'est-ce qui peut aujourd'hui le bloquer de façon concrète. Donc, est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Pour conclure, n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas réellement essayé. Et donc, quand vous essayez que ça ne marche pas, de prendre du recul pour voir qu'est-ce qui ne marche pas finalement. Et des fois, c'est un petit détail, comme tu dis, un petit bouton, un lien qui est rompu. Ça peut être des choses qui sont externes, un algorithme qui a changé, etc. Donc, mais comme tu l'as dit, tu as donné la règle des 100 et il vous a donné une très bonne astuce. Oui. Pour savoir, c'est vraiment essayer. Si là, vous avez l'impression vraiment d'avoir vraiment essayé et que vous sentez que ce n'est plus le moment, c'est plus la place, vous n'êtes plus bien et où vous avez quelque chose qui vous porte, voilà, une petite voix qui vous donne envie, effectivement, là, c'est le moment de changer. Maintenant, pour changer, vous pouvez le préparer. Vous n'êtes pas obligé de faire... d'aller dans l'émotionnel et on brûle tout et hop. Voilà, au revoir, président. Voilà, de poser votre démission maintenant. Vous pouvez le préparer, l'anticiper, mettre en place une stratégie pour que ça soit et sécurisant d'une part, mais et excitant aussi de l'autre part et que vous ayez une part de challenge. Oui, d'ailleurs, je pense que tu vas en parler en détail dans ton webinaire. Si vraiment le sujet a déjà été très long, mais tu vas apporter pas mal d'autres réponses dans le webinaire et d'autres perspectives aussi. Donc, vous mettrez le lien en descriptif. Et je crois que il y a quelque chose que je voulais rajouter qui est très, très, très important, c'est de ne pas rester seul. C'est que je crois que moi, je sais que pendant le business, on peut se poser des questions par rapport à des problèmes qui nous bloquent pendant des et des mois, voire des années. Et qu'on peut avoir une personne, ça peut être dans un événement, un mastermind, un échange, même informel ou autre, ou même dans un consulting, peu importe, un recul qui, hop, ah mais oui, déclic. Et puis parfois, c'est parce qu'on a la tête dans le guidon, et même moi, le premier aussi. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, quand on bute sur un truc, on ne réalise pas, et ça que vous réalisez pas, c'est que les problèmes que vous avez aujourd'hui, il y a plein de gens dehors, là, dans le monde, qui les ont déjà résolus ou même résolus plusieurs fois. On vous a partagé des cas pratiques. Moi, le fait d'avoir lancé des offres et d'en avoir foiré et d'en avoir réussi, j'ai rencontré ce problème plein de fois. Le fait d'avoir une baisse d'activité et de la redresser, de relancer le business, je l'ai vécu plein de fois. Le fait d'avoir un marché qui tourne, un algorithme qui change, je l'ai vécu plein de fois. Donc aujourd'hui, je sais comment le gérer, mais je sais aussi comment aider les gens sur ça. De même que quelqu'un qui s'est... Peut-être qu'il y a une ou deux reconversions dans sa vie, il peut aider quelqu'un parce qu'il a déjà fait. Quelqu'un qui a atteint un certain palier de CA et de rentabilité, il a déjà résolu et passé des caps. Donc, il peut vous aider. Donc, n'oubliez pas que on a toujours, et je sais qu'à chaque fois, les gens le disent, mais non, mais mon problème, il est particulier. Tu vois, moi, dans mon cas spécifique et tout. Ça, c'est un mindset qui vous enferme à chaque fois. Non, il y a forcément quelqu'un, quelque part, et même plusieurs personnes qui ont déjà eu le problème que vous vivez et qui le comprennent et qui l'ont déjà résolu. Et puis, ils vont vous aider à sortir, comme tu l'as dit, la tête du guidon et de sortir de l'émotionnel. C'est-à-dire que lui, vu qu'il n'a pas d'engagement émotionnel, il va pouvoir regarder d'une manière beaucoup plus objective certaines données, voilà, pour vous aider à prendre des décisions éclairées et les meilleures décisions pour vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une limite parfois avec l'entourage proche. C'est pas qu'ils sont pas compétents ou qu'ils n'ont pas des bons conseils, c'est juste que parfois avec l'affect, l'émotionnel, eux-mêmes sont un peu n'arrivent pas à avoir ce recul très froid. Parfois c'est bien. D'ailleurs, je sais que
Il y a des gens qui sont plus à l'aise, je donne un exemple comme ça, mais c'est important, qui sont plus à l'aise parfois de parler avec des psychologues de leurs problèmes parce que le psychologue est complètement détaché et hors du cadre. Et parce que justement, il ne serait pas à l'aise avec quelqu'un avec qui il y a de l'affect. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est vrai. Quelqu'un qui est plus froid avec vous et tout, moi je sais que par exemple en business, c'est plus facile pour moi de donner des conseils à mes clients qu'à des proches. Parfois j'ai beaucoup du mal avec les proches parce que justement il y a de l'affect et c'est pas pareil. Mais je crois que cette notion de pas rester seul, elle est très 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 importante et que rester isolé, c'est aussi une forme de mort lente parce que vous n'avez pas de recul même sur vous-même et vous restez à ruminer les mêmes questions. Et parfois, hop, ça peut venir, une réponse peut vous débloquer et c'est important. D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, la majorité de mes clients ne viennent pas pour... Il y en a pour augmenter le CA, tout ça, mais vraiment, je vous dis, la majorité de mes clients, c'est se restructurer, retrouver de la qualité de vie, se décharger mentalement et surtout, se réaligner dans leur business. Ça veut dire qu'il y a de la croissance ou que ça stabilise ou ça tourne, mais qu'ils retrouvent cette qualité de vie, d'esprit à leur place et que ça reparte. Et ça repart parce que naturellement, ils sont au bon endroit. Donc comme quoi, on a beau penser que le business, c'est que de la croissance, mais il y a aussi tous ces éléments-là dont on a parlé qui sont ultra importants. Et n'oubliez pas de faire la part des choses à l'intérieur de vous et de vos identités. Voilà, de bien les respecter et que quand, par exemple, le CA baisse un peu, eh bien, ça fait pas de vous un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais ami, une mauvaise personne, un mauvais professionnel même, et même un bon businessman, parce que là, en l'occurrence, vous allez apprendre de vos leçons et vous allez progresser et gagner en expérience, parce que comme tu l'as dit, c'est aussi à travers des échecs, des failles, etc. Les différentes saisons, on apprend. Exactement. On apprend que l'hiver, il faut préparer et se couvrir, faire des réserves, voilà, on l'apprend. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc... distinguez bien tout ça, que ça soit dans vos besoins, mais aussi vous et respectez ces identités-là. Oui, donc du coup, pour finir, inscrivez-vous pour le webinaire de Cécile. Elle a parlé d'ailleurs d'identité, vous allez voir, elle va parler des différentes identités, je vous laisserai découvrir. Et moi, le conseil que je vous donnerai qui est très important, c'est de créer vos propres systèmes de prise de décision. Je sais que le mien est beaucoup basé sur cette notion dont j'ai partagé avec vous de le fond, l'intuition, l'envie, savoir que j'ai une vision et que je vais aller au bout. La notion d'apprentissage, est-ce que je vais apprendre vraiment? Est-ce que ça va m'apporter des choses? Et ça, c'est extrêmement important. Je vais toujours avoir cette notion de fierté sur le long terme, de dire est-ce que vraiment c'est ce qu'il fallait que je fasse parce que ça me rend fier et ça me rend accompli et ça je le contrôle vraiment au-delà des résultats et du coup j'ai créé ce système de prise de décision selon les contextes, les différentes situations pour parfois aussi avoir du recul parce que l'émotionnel je sais aussi qu'il peut nous détourner de la perception réelle des faits et il faut toujours avoir les deux perspectives. Du coup, on vous remercie d'être arrivés, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de ce format long. Et comme je vous ai dit, si le sujet vous parle, vous voulez aller plus loin avec Cécile, inscrivez-vous pour son webinar. Vous aurez le lien en descriptif dans les notes du podcast. Et puis, on sera ravis de vous faire des futurs formats. On a fait d'autres épisodes, on a parlé des HP, des multipotentiels. Si vous voulez continuer avec nous, je vous les mettrai en descriptif. Et j'ai à cœur qu'on puisse continuer de temps en temps à vous faire des petits formats comme ça pour vous aider et continuer à avancer. Merci beaucoup Johan, merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez ou nous regardez. Merci pour votre soutien aussi et puis effectivement si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en commentaire et puis on essaiera d'y répondre de la meilleure des manières. Avec plaisir. Allez, portez-vous bien, plein de succès à vous. Laissez un petit like si vous nous voyez sur YouTube et si vous avez écouté en format audio, laissez des petites reviews, ça fait plaisir. Les petites étoiles, ça aide à référencer, c'est important. Donc on espère que tout ça pourra vous aider. Plein de succès à vous, à très bientôt.